Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Un nouveau monde. Des relations à profusion. On parle beaucoup aujourd'hui de mondialisation. Le monde, ce grand village. Alors quand je regarde l'univers et tout ce qu'il contient, je me pose la question. Y a-t-il des relations encore plus profondes, de plus grandes, que je devine ou espère? Ou au contraire, est-il seulement fait de hasard et de lois ou de nécessité? Les lois, ça compte. La vie, en effet, s'avère impossible sans régularité. J'ai besoin d'habitude. Si tout bouge à chaque instant, comment faire confiance à ce qui se passe? C'est un tremblement de terre permanent. La vie a besoin d'un minimum de constance, de stabilité. Y aurait-il donc une unité à découvrir dans l'univers? Nous connaissons l'histoire de Babel, qui n'a aucune prétention scientifique au livre de la Genèse et inspirée de la tradition mésopotamienne. C'était au temps où est-il écrit, la terre entière avait le même langage, et où les humains trouvèrent une plaine du côté de l'Orient pour s'y installer. Ils bâtirent une ville avec une tour haute jusqu'à toucher le ciel. Le Dieu créateur s'en offusqua et s'arrangea pour brouiller les langues, afin qu'ils ne se comprennent plus, d'où le nom de Babel, comme en français, ils se mirent à balbutier. Balbutier, babiller, comme les bébés qui n'ont pas encore les mots assurés. Les hommes ont donc pensé depuis longtemps à un tout unifié, la terre avec le ciel. Un rêve possible, croyaient-ils, et par leurs propres moyens. Dieu, nous n'en avons pas besoin. Un tout donc, mais uniforme, qui ignore les particularités. Ce n'est pas très alléchant. Heureusement, des découvertes stimulantes viennent nous réveiller. Différencier, séparer, classer, mettre en ordre, les arbres par exemple, se distinguent notamment par leur appartenance à une famille, à une espèce. Qui contesterait ces rangements, leurs bienfaits dans l'histoire des sciences des mondes minéral, microbiotique, mycologique, végétal, animal, sidéral? Or, de nombreux domaines en viennent à attester un spectaculaire dépassement de cette attitude. Ainsi, la découverte en 1953 de l'ADN, ce marqueur intégral de la personne humaine jusque dans les années 1960, voit la génétique aujourd'hui amenée à faire de la place à l'épigénétique, cette discipline qui constate la modulation de l'expression des gènes par l'environnement. L'homme est ainsi appelé à faire de la place à son environnement, pour se définir. Il tire donc une part de son identité de ce dernier, et se trouve conduit alors à le considérer comme étant en quelque sorte de sa famille. En outre, le vivant qui nous entoure offre une foule d'exemples de mieux en mieux reconnus attestant de la compétition, mais aussi d'un formidable esprit de coopération, de symbiose et même de capacité inspirant des chercheurs dans les technologies et la médecine. Un neurobiologiste, Stefano Mancuso, certes contesté, avance que les plantes fonctionnent sur le même modèle que notre cerveau, bien qu'elles n'aient pas de neurones. Francis Allais, botaniste et biologiste, souligne que les bienfaits des plantes ont une influence positive sur le psychisme humain, mais en ajoutant modestement que ce qui est évident pour lui ne l'est pas pour d'autres. Nous apprenons encore que les abeilles et les papillons n'auraient jamais vu le jour si les plantes n'avaient pas inventé la fleur, et que des relations fécondes apparaissent en foule entre animaux et plantes. Nous apprenons aussi que des insectes sont capables d'en élever d'autres, et que la nature nous enseigne notre vie, notre histoire, ses heures et malheurs, ses crises et les défis à relever. Quelques fables de La Fontaine, du coup, reviennent en mémoire. Images sans doute, mais qui portent loin. Pensons à d'autres, réputés contre nature, reçus par courriel et qui font le tour du monde, montrant un orang-outan qui était déprimé et retrouve le goût de vivre grâce à un vieux chien devenu son copain, à ce bébé hippopotame qui s'est lié d'amitié avec une vieille tortue qu'il a prise pour mère, à un chimpanzé sauveur de 2 tigres séparés de leur mère après un typhon et éleveur de surcroît de léopards et d'un lion. François Sarano, océanographe et spécialiste du monde des cachalots, ces géants des mers, évoque ces plongées à leur côté et raconte comment l'un d'entre eux, Elliot, s'approcha de 2 plongeurs pour qu'ils le libèrent d'un hameçon accroché à sa mâchoire. Malgré la douleur, Elliot est resté totalement calme et n'a pas réagi. L'opération terminée, Elliot nous a fait la fête pendant une demi-heure. Il m'a porté sur sa tête et m'a maintenu hors de l'eau avec une infinie délicatesse. Je garde l'hameçon en souvenir de ce partage bouleversant, qui me marquera pour toujours. Cependant, la multiplication des animaux de compagnie, poursuit l'auteur, est un signe de l'absence de liens sociaux avec la nature.
Plus que cela, c'est un peu de notre humanité qui est détruit lorsqu'une espèce disparaît. Romain Gary réagissait déjà en déclarant que les chiens ne suffisent plus, les hommes ont besoin des éléphants. La poésie elle-même en vient à affleurer ses propos. Nous verrons plus loin pourquoi. Justement, elle apparaît dans un domaine où l'on ne l'attendrait pas. Ainsi, des astrophysiciens osent se réclamer d'elle à propos de l'histoire de l'univers et des interactions qui le régissent. Faut-il cependant parler de l'univers au singulier ? Un chercheur, Aurélien Barraud, pose une question touchant à une cosmologie teintée de mythologie, cette vieille vérité qui vous revient comme ça, ordonnatrice de relations. Se pourrait-il qu'elle invite, avec une acuité sans précédent, à renoncer au concept de totalité globalisante et totalisante ? D'où la pensée d'un immense métamonde diapré et bigarré, ineffable dans le langage de notre science locale. La permaculture offre de son côté une belle méditation dans sa capacité à reconnaître des relations oubliées, où l'entraide est la bienvenue. Ainsi, les bénédictins olivétains de l'abbaye Notre-Dame de Mélis, dans les Landes, et grands éleveurs d'une tisane renommée, ont découvert il y a quelques années que le thym et le romarin aident à protéger la plante dont la tisane est tirée, grâce à un formidable réseau interracinaire. Conclusion du Père Abbé. Quand saint Benoît demande que les frères s'obéissent, c'est la définition même de l'interdépendance, pour les plantes comme pour la vie de la communauté. Comment ne pas évoquer également les végétariens en nombre grandissant, qui témoignent d'une admiration pour le monde animal, les conduisant à une nourriture plus saine et plus sobre. Des rapprochements à grande échelle et d'un tout autre ordre apparaissent dans le domaine des dons financiers. Ainsi, au Téléthon, à SIDAction, Médecins sans frontières, aux ONG secourant des migrants en Méditerranée, à nombre d'associations confessionnelles investies dans l'international, mais encore aux dons de comptes bancaires après la virgule, à la prise en charge scolaire et matérielle de jeunes du tiers-monde, etc. Ces signes manifestent, malgré des résistances nombreuses de caractère nationaliste dans la vieille Europe, notamment, une prise de conscience de l'appartenance à une maison commune. Celle-ci est apparue encore au printemps 2018 avec le mariage d'un jeune prince d'outre-Manche, devant 2 milliards de téléspectateurs, et qui n'a pourtant aucune chance de devenir roi. De son côté, le ballon rond fait l'unanimité, comme tous les 4 ans, à ceci près que la maison commune est composée de nombreuses demeures où les drapeaux et hymnes nationaux, sans compter d'abondants et systématiques sifflets, rendent la fête incertaine. Seulement, si un but est marqué par la grâce d'une spectaculaire bicyclette, il sera salué par la terre entière. Un record du monde battu aux 100 mètres ou en hauteur a aussi quelque chose de fascinant par la marque de fabrique d'une maison commune. Une complicité terrienne se remarque encore avec la musique classique de chez nous, qui a élu domicile en Chine, au Japon et en Corée du Sud, dans la seconde moitié du XXe siècle. Il nous offre de remarquables interprètes, qui se distinguent dans les grands concours internationaux, sans parler des pianos Yamaha. La peinture et ses tableaux, comme les arts en général, passent allègrement aujourd'hui les frontières et manifestent un engouement universel pour un commun développement. Erasmus l'exprime à sa manière. L'interdépendance du biologique et du culturel, un rapprochement encore, si souvent sous-estimé quand elle n'est pas niée, ainsi que le souligne François Jacob, prix Nobel de médecine en 1965 avec Jacques Monod et André Wolf, est à reconnaître aussi sans hésitation. Une similitude en question. Les rapprochements qui viennent d'être évoqués appellent une suite qui fait beaucoup parler d'elle, aujourd'hui. Un grand courant porteur la caractérise en effet, avec l'apparition grandissante de végétariens, de végétaliens et de végans déclarés. Le naturalisme se donne ainsi à découvrir, d'après lequel le biologique en vient à détenir un pouvoir explicatif universel, une puissance exhaustive de découverte et d'explication des lois de la nature. Mais prévient Étienne Bamenet, philosophe, les sciences humaines dont la linguistique se trouve de la sorte incluse dans les sciences de la nature, et une loi générale s'en dégage. Le gène, le cerveau et le singe, mis ensemble suffisent à définir qui sont les humains. L'homme se voit projeté dans un espace où tout circule et communique avec tout, où les différences sont nécessairement de degrés. Darwin en fut un grand initiateur. Ainsi, quand il déclare « Il n'existe aucune différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs pour ce qu'il en est de leurs facultés mentales. La différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux supérieurs, aussi grande soit-elle,
est certainement une différence de degré et non de nature. L'homme s'en vient à être dit, alors seulement à la troisième personne seulement. Le je se trouve relégué à la périphérie. Fini, le temps du structuralisme de Lévi-Strauss au profit du passage à l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, dans les années 1970 à 1980. Le vivant humain se pense alors, déclare Benmenet, non depuis soi, mais depuis un dehors de lui-même, et nous devenons schizophrènes chaque fois que nous posons scientifiquement que l'homme est un animal comme les autres. Un trait d'époque nous caractérise, poursuit l'auteur, faisant de nous des êtres plus sensibles que rationnels. Sensibles. Voilà un maître mot devenu la valeur source de l'éthique contemporaine, ajoute-t-il. L'argument de la sensibilité est justifié. Le monde animal est sujet au plaisir, mais aussi à la souffrance, comme nous. L'auteur élimine cependant d'entrée de jeu un autre argument, celui de la similitude des esprits, qui n'a que l'apparence de la générosité à l'égard du monde animal. La sensibilité ainsi reconnue à une partie du monde animal conduit à la pensée d'un décentrement à opérer chez l'homme. En effet, déclare l'auteur, l'homme devient lui-même en se voyant compagnon de tous les vivants de la terre, et il devient plus humain en allant vers eux. Une formidable rencontre a priori hors norme. Et voici qu'une découverte spectaculaire, d'une toute autre dimension, renforce bien plus encore la justification du goût pour les relations. Elle a ceci de remarquable qu'elle manifeste une identité de perception du réel dans la démarche scientifique et dans l'homme, en son corps. Un chercheur français, Jacques Baron, en a l'intuition en 1976, et il établit la démonstration en 1984 en apportant la preuve formelle de l'homologie, l'identité des lois, entre la thermodynamique, une grande synthèse de la physique, et la psychologie de la motivation, à partir des publications respectives du physicien Ilya Prigogine et d'un spécialiste autrichien de la psychologie, Paul Diel. Pour nous en faire une idée, imaginons deux masses d'air en contact et à des températures différentes. Ça fait du vent, et les navigateurs savent en tirer parti. Plus l'écart de température grandit, plus le vent forcit. Il peut même devenir très violent. Soit maintenant, un projet entre deux personnes. Il n'est possible en fait, que s'il y a une distinction entre les deux, des qualités propres à chacune est mise en œuvre avec l'énergie qui va avec. La relation nourrie de différences donne à espérer. L'avenir sera ce qu'il sera, compte tenu des limites de chacune des personnes, mais du neuf, de la vie arrivera. Vive les déséquilibres. S'il y a équilibre, rien ne se passe. Pas de vie, c'est mort, ou comme le pensait Pascal, notre nature est dans le mouvement, le repos entier est la mort. Curieusement, une association innée des sens, de la psychologie, du psychisme, de la conscience, de la physique, se lie accent aigu éminemment chez un physicien, Einstein, qui explique comment la théorie de la relativité restreinte lui est venue. Il a des mots surprenants quand il justifie sa manière dont la théorie prit naissance en lui. Il s'intéressait de près à la vitesse de la lumière, mais on sait moins qu'il décrit des expériences de pensée qui combinent curieusement l'entreprise pittoresque de coordonner des aiguilles de montre, l'arrivée de signaux de lumière, la position de locomotive et celle d'éclair, avec des sensations internes à sa personne. Dans un second temps seulement, il est amené à traduire intellectuellement ces dernières en physique. Les mots du langage, qu'ils soient écrits ou parlés, ne semblent jouer aucun rôle dans mon mécanisme de pensée. Les entités psychiques qui semblent servir d'éléments dans la pensée sont certains signes et certaines images plus ou moins claires, qui peuvent être à volonté reproduites et combinées. Mais pris d'un point de vue psychologique, ce jeu combinatoire semble constituer le trait essentiel dans la pensée productive, avant toute association avec des constructions logiques en mots ou en d'autres sortes de signes qui peuvent être communiqués aux autres. Les éléments précités dans mon cas sont de type visuel et parfois musculaire. Les mots conventionnels doivent être recherchés laborieusement seulement dans une étape secondaire, lorsque le jeu associatif est suffisamment institué et peut se reproduire à volonté. Nous savons que le physicien éprouvait une grande affinité avec Spinoza sur sa conception de Dieu, identifié à la nature, et il est remarquable de trouver dans l'éthique du philosophe un passage qui colle à merveille avec les propos du physicien. Tout ce qui arrive dans le corps humain, l'esprit humain doit le percevoir. Donc, l'esprit humain est apte à percevoir un très grand nombre de choses. Einstein découvrait ainsi en premier en son corps
les moyens que le cerveau prenait pour opérer. Les mouvements d'éclairs, de locomotives, de signaux de lumière et d'aiguilles de montre. Il reconnaissait parfois, justement, la participation des muscles de son corps dans les répétitions qu'il provoquait du processus. Une gastro-entérologue, Julia Enders, évoque quelque chose de ce qui précède. De manière générale, une zone du cerveau, le cortex insulaire, traduit en images les informations de tout le corps et notamment de l'intestin. Ce qui a pour effet de mettre le corps en mouvement via une molécule, la sérotonine, fabriquée par les cellules de l'intestin, permettant ainsi aux nerfs d'activer les muscles. Notre moi est dans l'alliance de la tête et de l'intestin, et les neurosciences nous apprennent que le nerf vague est une voie de communication rapide entre les deux, que la tête a besoin des impressions du second, qui est l'organe sensoriel le plus étendu du corps. C'est donc l'intestin qui avertit mon cerveau. Nous disons communément, je me fais de la bile, j'ai l'estomac noué, la peur au ventre. Au je pense donc je suis de Descartes est substitué, je ressens donc je pense donc je suis. Le cerveau d'Einstein travaillait avec son corps, et de cet ensemble très complexe, ce double cerveau, il en tirait du physique. Une physique à visage humain se profilait en lui, de la sorte. Einstein évoque aussi une expérience de pensée, à propos de sa grande théorie de la relativité, dite générale, dans laquelle il s'imagine à l'intérieur d'un ascenseur sans fenêtre. Il réalise qu'il ne saurait faire de différence entre être soumis à un champ d'attraction gravitaire. Pensons à la chute de la pomme de Newton, et un champ d'accélération, pensons à un ascenseur au démarrage. Il déclarera cette idée la plus heureuse de sa vie. Ainsi, apprenons-nous que des lois de la physique apparaissent viscéralement, apparentées aux lois de la psychologie. Le sens, qui renvoie aux 5 sens et au ressenti comme au sens d'une parole, en suggère quelque chose. Pensons aussi à Jean Malory qui dans un beau livre, Les derniers rois de Thulé, évoque longuement la capacité des Inuits, ces Esquimaux polaires, liés chamaniquement aux pierres, aux corps et vallées, aux forces telluriques, et leur compréhension sensorielle de l'univers, sous forme d'une vibrance de perception. Ces forces sont des alliés nos parentes. Encore faut-il que nous soyons capables de les déchiffrer pour nous en servir. Le raisonnement chez les Inuits peut être si immédiat, prévient l'auteur, qu'il se confond avec l'intuition, et il souligne que le secret en ces domaines est de rigueur chez eux. Le dévoiler sans précaution serait en effet offenser la nature, et il appartient aux chamans, ces intermédiaires entre les forces de la nature et l'homme, d'y veiller. Certains mots, du reste, ne doivent pas être prononcés en dehors de cérémonies. Après un long séjour chez eux, Malory avoue être resté marqué sensoriellement et psychologiquement. Et à bien le lire, se pose la question, ces peuples ne seraient-ils pas la mémoire d'un temps où nous portions reconnue inscrite en chacun la parenté qu'il énonce ? Le don spectaculaire des sourciers, capable avec un pendule ou des baguettes en sureau, entre autres fibres végétales, de vous dire à quelle profondeur vous trouverez de l'eau, n'a-t-il pas quelque chose à voir avec cela ? Ajoutons les coupeurs de feu, et les guérisseurs du zona. Signalons encore un marin du Vendée Globe, Éric Bellion, qui se surprit à bien des reprises à prendre des décisions pour sa voilure, alors que la météo n'indiquait rien en ce sens, et avouant après son arrivée, quand on passe du temps seul en mer, on retrouve cette intelligence émotionnelle, presque animale, et il faut que tous les sens soient en éveil. Pensons à Arthur Rimbaud et à la couleur de ses voyelles, mais mieux encore, à Olivier Messiaen, le compositeur, qui associait spontanément des couleurs aux notes de musique. Avec son corps, il sentait un accord. Il sentait juste. Les sons en effet se définissent en partie grâce à leur fréquence, et la lumière grâce aux longueurs d'onde, ce qui revient exactement au même. La relation entre fréquence et longueur d'onde est en effet immédiate en physique. Des sciences dites exactes sont donc, en quelque sorte, à visage humain. Et parce qu'elles ambitionnent d'atteindre l'ensemble du réel physique, où qu'il se trouve dans l'espace, une question surgit. Alors, et si l'univers était lui aussi à visage humain ? Formule étrange, à première vue narcissique ou arrogante, car elle semble nier l'existence du monde environnant. En d'autres termes, jusqu'où l'homme est-il capable d'être représentatif de l'univers ? Parce que nous avons voulu tout inventorier par le calcul, nous nous en sommes coupés sans y prendre garde. Le prix à payer a été fort. L'exclusion de l'homme comptait pour rien dans ses investigations en physique, jusqu'à l'avènement de la physique quantique et de la thermodynamique, en relation avec la psychologie de la motivation. Le temps n'est-il pas venu de le rapatrier ?
Ne sommes-nous pas en fait appelés à étudier, scruter, contempler, admirer notre environnement, minéral, végétal, animal, sidéral, bref, l'univers comme faisant partie intégrante de notre identité? S'il l'était, se dégagerait l'idée que l'homme n'est rien sans l'univers, mais aussi que l'univers n'est rien sans l'homme. Nous en reparlerons longuement dans la 3e partie. Cependant, l'affirmation « des sciences en quelque sorte à visage humain » peut être retournée en une autre. Ainsi, en est-il d'un homme au comportement exclusivement numérique, puisque les sciences s'appuient avant tout sur des résultats chiffrés, et que notre époque est marquée par l'avènement d'un numérique boulimie. Nous avons l'impression que ce dernier s'infiltre irrésistiblement partout, jusqu'à concurrencer l'intelligence humaine, grâce à des algorithmes, ces raisonnements capables d'ordonner dans le détail une logique et de rendre compte de comportements humains très élaborés. Ainsi, est-il prouvé que des gestes pensés consécutifs à un raisonnement de notre part sont en fait mis en action avant la prise de conscience d'une décision. Boris Cyrulnik évoque un automatisme chez les amnésiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.